Bonjour à tous, bienvenue. On a le plaisir aujourd'hui d'être avec Louise-Marie Le Breton du cabinet Amaris. Salut Louise-Marie. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc on va vous parler de SCI. On sait que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup généralement, qui est un petit peu technique hein, et qui est souvent rencontré avec dans les discussions au moins avec vos clients, hein, même s'ils n'ont pas de SCI en place, ils peuvent vous poser des questions dessus. Hein, c'est quand même quelque chose qui revient assez fréquemment. Donc ça vaut la peine de bien connaître les différences entre les SCI, ALIS, ALIR, qu'est-ce que ça veut dire sur l'aspect fiscalité, transmission, etc. Donc, on va explorer tous ces aspects. On va se centrer évidemment sur l'intérêt que ça a ou pas dans différents cas d'investissement immobilier. Et vous allez devenir incollable. Donc, je laisse la main à Louise-Marie. N'hésitez pas à poser des questions dans le bloc questions au cours de la présentation. Merci Mathieu. Effectivement, on gardera un temps à la fin pour toutes les questions. Si malheureusement, j'aurais pas été claire sur un élément, n'hésitez pas. Donc très rapidement, Amarissimo, donc groupe d'expertise comptable pour la filiale IMO. Bien sûr, on accompagne des investisseurs immobiliers, qu'ils soient en nom propre ou en société. Et aujourd'hui, on a dépassé le seuil des 26 000 clients pour à peu près 1500 partenaires. Donc, partenaire, c'est vraiment tout acteur qui gravite autour de l'immobilier. Donc, justement, le sujet de la SCI, on va aborder de manière assez logique. On va commencer sur les raisons d'investir en SCI. Ensuite, on va regarder le côté fiscal, donc l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, l'avantage et les inconvénients de la SCI et bien sûr, le temps question. Donc, pourquoi investir en société? Tout d'abord, avant de se demander pourquoi, il faut rappeler ce que c'est la SCI. On est dans une société qui est civile de base, donc elle est encadrée par le Code civil et strictement réservée à l'immobilier. Donc à l'intérieur, on va retrouver des locaux d'habitation, des locaux commerciaux, professionnels, mixtes, des parts de SCPI aussi, parce qu'on est sur de l'immobilier indirect, mais on est purement sur de l'immobilier. Enfin, une société civile, par définition, ne peut donc normalement abriter d'activités commerciales. Et ça va avoir son importance ensuite parce qu'on sait que le meublé plaît aux propriétaires ou aux clients investisseurs, mais le meublé, pour rappel, on génère des revenus commerciaux. Donc, il y a une particularité pour cette activité-là. Bien sûr, la SCI, elle est faite pour acheter et exploiter un logement. Elle n'est pas normalement là pour acheter et revendre un bien ou pour réserver l'usage à un des associés à temps plein sans générer finalement d'activité et de chiffre d'affaires. Donc, l'achat-revente, c'est à déconseiller, à mon sens, ou de manière très exceptionnelle parce que pour X ou Y raison, ce n'était pas prévu comme ça, mais c'est arrivé. Et l'usage personnel à un associé, pareil, à limiter grandement. Donc, on a très souvent, peut-être trop souvent, de propriétaires qui nous appellent pour nous dire moi, je veux faire une SCI parce que mon voisin m'a dit que c'était bien. Quand on essaie de creuser le pourquoi du comment, souvent, il n'y a pas grand-chose derrière et c'était juste parce qu'on lui a dit que c'était bien et que ça faisait bien aussi en soirée. Donc, on met en garde, entre guillemets, les propriétaires sur l'objectif d'une société et les enjeux derrière à court, moyen ou long terme. Donc, on va reprendre avec eux tout simplement pourquoi cet investissement, quels sont leurs objectifs. Est-ce que c'est de la transmission? Est-ce que c'est un complément de revenu pour leur retraite? Est-ce que c'est purement de l'investissement immobilier? J'ai envie de dire, peu importe, mais on va vraiment redéfinir avec eux leur motivation, parce que c'est aussi acheté en indivision, mais ils ne peuvent pas en nom propre, pas d'importance. On va reprendre vraiment de la base leurs objectifs pour ensuite arriver sur une solution qui serait adaptée à leurs besoins et à leurs objectifs. Le type de location peut aussi nous aider dans le choix de la société. Si on veut faire purement que de la location vide avec un dispositif type Pinel, on va prioriser une société qui reste avec une fiscalité à l'impôt sur le revenu. On n'ira pas sur l'impôt des sociétés. Donc, tout de suite, on peut justement fermer
des portes et fermer des solutions et ne s'orienter que vers la bonne hypothèse. La location saisonnière, c'est pareil, ça ne correspond pas à toutes les sociétés. Et ensuite, les associés vont, pour finir, nous aider. Je prends l'exemple de la SARL de famille. Si notre propriétaire veut mettre sa holding en tant qu'associé, tout simplement, la SARL de famille ne sera pas possible. Une SARL classique, oui, mais pas de famille. Donc, tout cet échange que l'on a avec les propriétaires nous permet derrière d'ajuster le conseil, alors c'est un grand mot, mais les réponses pour coller à leurs objectifs. Souvent, c'est assez complémentaire, hein, d'ailleurs, avec ce que vous pouvez préconiser pour leur patrimoine, parce que nous, on a régulièrement que d'un point de vue fiscal, même si on essaie d'avoir le côté patrimonial, mais ce n'est pas notre domaine à 100%. Donc, on va pouvoir faire des liens, mais la vision globale et la vision complémentaire entre nous est plutôt appréciée. Également, les mythes que l'on peut rencontrer, mais vous rencontrez les mêmes, j'en suis persuadée. Souvent, on nous dit qu'une SCI, c'est défiscalisant parce qu'ils disent c'est une société, donc je ne paierai pas d'impôt, ou je vais baisser mon imposition personnelle grâce à ma SCI. Donc, ils confondent un petit peu tout. Donc, évidemment, ça peut l'être si on a un dispositif à l'intérieur, mais ce n'est pas la SCI qui, en elle-même, est défiscalisante, bien entendu. Comme les dettes, pareil, on a trop souvent des propriétaires qui veulent acheter en société pour ne pas être redevable en cas de faillite de la société à titre personnel. Bon, malheureusement, les banques ont quand même pensé à ça et ils seront redevables. Donc, ce n'est pas magique, la société. Par contre, la SCI peut complètement répondre à certains objectifs de propriétaires, surtout ceux qui vont chercher une gestion très stable et des règles aussi fiscales qui ne bougent pas beaucoup. Notamment quand on est à l'impôt des sociétés, c'est beaucoup plus stable que l'impôt des revenus qui change relativement tous les ans, voire parfois plusieurs fois dans l'année. Donc, on est sur aussi une stratégie différente en fonction de la fiscalité choisie. Juste pour reprendre ce que tu disais sur le fait que ça ne protège pas sur les dettes, c'est simplement parce que les banques vont vous demander des garanties personnelles, évidemment, même si c'est via une SCI que vous investissez, c'est vous qui empruntez et donc c'est vous qui êtes redevable. Merci. Donc, pour faire le lien justement avec les dispositifs, juste un petit récap de ce que l'on peut mettre en fonction de la fiscalité de la société. Tout ce qui va être dispositif permettant d'avoir un avantage en réduction en crédit d'impôt ou en déduction de revenus au titre de l'impôt sur le revenu, il faudra bien conserver justement l'impôt sur le revenu auprès de la SCI. Néanmoins, tout ce qui est location meublée, para-hôtellerie, alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde la para-hôtellerie, mais pour faire très simple, c'est la location meublée assortie de services semblables à de l'hôtellerie, comme son nom l'indique. Donc, on est dans une activité un petit peu différente de la location meublée. On est toujours dans des revenus commerciaux, d'où l'obligation finalement de basculer à l'impôt des sociétés. Et la résidence principale, pareil, c'est le grand sujet. Est-ce qu'on met dans une SCI ou pas? Alors, chacun, on va dire, a ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi pas si on a des objectifs de protection du conjoint, de transmission et autres, mais attention, parce qu'une résidence principale dans une SCI à l'IR, à tout moment, si le propriétaire décide de réaliser de la location meublée dans une chambre de sa résidence principale ou un petit peu de location saisonnière, cette activité-là fera basculer la SCI à l'impôt des sociétés et on perd tout l'avantage de la plus-value des particuliers et l'exonération tout simplement de cette plus-value. Donc, il faut faire attention. Il peut avoir des avantages, mais il ne faut pas non plus faire de meublé au sein de sa résidence principale, ce qui anéantirait tous les objectifs. Donc justement, IR ou IS. Alors, IR, normalement, je ne devrais pas dire ça, ça serait non soumis à l'impôt des sociétés, si on veut être précis, mais l'IR, ça parle plus à tout le monde. Donc la SCI à l'IR, c'est tout simplement une société qui est transparente parce qu'on va être sur les règles des revenus fonciers dans la déclaration des revenus personnels du propriétaire. Les revenus fonciers, c'est quoi? C'est la location vide, tout simplement. Donc, il y a une rubrique dans la déclaration des revenus fonciers propre
parts de société, et ensuite une autre partie pour les immeubles spéciaux ou les propriétés, ce qu'on appelle rurales et urbaines. Mais donc, à l'intérieur d'une SCI-LIR, on va pouvoir mettre, comme on le disait tout à l'heure, des locaux d'habitation Louis-Vuitton, des locaux commerciaux professionnels ou des parts de SCPI. Le meublé, on évite, ou alors il faut que le meublé représente moins de 10% du chiffre d'affaires total de la société. Donc, il faut quand même avoir un patrimoine immobilier conséquent pour que le meublé ne représente qu'un chiffre d'affaires inférieur à 10%. Ça reste très, très à la marge, finalement, cette situation. Au-delà de 10%, elle basculerait à l'IS. Comptablement, on est sur une comptabilité de caisse, donc c'est beaucoup plus simple à tenir forcément qu'une comptabilité d'engagement. Et tous les ans, les associés doivent réaliser une assemblée générale et un procès-verbal d'assemblée générale. Alors, moi, dans le conseil, je vous dirais plus de le faire tous les ans par défaut, même s'il n'y a pas grand-chose. Au moins, si l'administration fiscale vous le demande, vous les avez à disposition. Sinon, en cas de demande, il faudra les faire juste pour l'administration fiscale. Mais à mon sens, il est quand même plus logique et plus sain de le tenir chaque année, de tenir ses engagements tout simplement. On est dans une société et la société, normalement, entraîne justement une assemblée générale, un procès verbal. Donc, essayez de vous tenir, ça ne prend pas très longtemps, surtout si c'est entre familles. Il n'y a pas de grand enjeu finalement au niveau de l'assemblée générale et d'autant plus dans le procès verbal. Donc, essayez de vous tenir quand même. Votre procès verbal d'assemblée générale, c'est le minimum, à mon sens, juridique en tout cas. Au niveau de la déclaration, la SCI est tenue de réaliser une déclaration qu'on appelle la 2072 et ensuite, chaque associé devra, selon sa quote-part, reporter son résultat dans la 2044, justement la déclaration des revenus fonciers, dans sa déclaration personnelle de revenus. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces différents points déjà? Parce que ça va peut-être un peu vite pour certains, j'ai l'impression. Mais n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions précises sur ces points d'introduction, on vous présente juste qu'il y a deux cas quand vous créez une SCI, soit un impôt sur le revenu, soit un impôt sur les sociétés, que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel type d'investissement dans l'un ou l'autre. Si vous voulez faire du meublé ou du para-hôtelier, ça sera de la SCI à l'impôt sur les sociétés. Et pour l'instant, on n'a pas dit beaucoup plus que ça dans ce qui vient d'être dit. Donc, tout est possible dedans. Simplement, il y a juste le distinguo. Meublé, c'est l'impôt sur les sociétés. Donc, SCI à l'impôt sur les sociétés. D'où tes remarques, Marie, sur la résidence principale. Si on met une résidence principale dans une SCI à l'IR, mais que dans l'avenir, on se met à faire de l'allocation meublée une partie de l'année quand on est en vacances et qu'on laisse sa résidence principale, par exemple, là, ça fait basculer la SCI du côté impôt sur les sociétés. Et donc, la société civile immobilière qu'on avait créée à l'impôt sur les revenus, parce qu'il y avait d'autres intérêts à le faire, on va les voir plus tard, va basculer dans l'IS et donc ça poserait problème. Donc justement, au niveau des associés, alors cette règle elle va être vraie, que ce soit à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt des sociétés, mais qui peut être associé au sein de cette SCI? Finalement, tout le monde, que ce soit en personne physique et ou en personne morale. Il faut simplement être au moins deux, donc ça reste relativement simple. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir de lien de parenté entre finalement les personnes physiques. Et on rencontre aussi de temps en temps dans des SCI, monsieur par exemple en personne physique et monsieur au travers de sa holding. On est bien sur deux associés, mais au moins il est seul dans cette filiale-là. Donc pas de restriction à ce niveau-là, c'est plutôt pratique. Et donc, d'un point de vue fiscalité, comme je disais juste avant, on est dans les règles des revenus fonciers. Donc, attention, toutes les charges ne sont pas forcément déductibles ou à 100%. Je vous prends l'exemple des charges de copropriété. Un propriétaire paye au trimestre, on va dire 100 € par trimestre. À la fin d'année, il aura payé 400 € de provision pour le syndic. Mais dans les 400 €, il y a une part finalement, ce qu'on appelle locataire, une part récupérable auprès de son locataire.
et cette part locataire-là n'est pas déductible de la déclaration. Si on se donne une cote un petit peu mal taillée, mais ça vous donne une idée, on est en général sur 70% des charges de copropriété qui sont récupérables auprès du locataire, 30% réellement à charge du propriétaire, et donc ce ne sont que ces 30%-là que l'on pourra déduire. Autre exemple, la taxe foncière, elle est déductible, sauf la taxe d'ordures ménagères, parce que celle-ci est aussi récupérable auprès du locataire. Donc attention, tous ne sont pas déductibles, et notamment les frais de notaire ou frais d'agence, ça ne se déduit pas en revenu foncier, donc ça ne peut pas créer de charge. Sur le résultat imposable, on disait donc chaque associé le reporte sur sa propre déclaration et donc chacun est imposé selon sa tranche marginale d'imposition. Donc c'est 0, 11, 30, 41, 45%, plus des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc, je le disais justement, donc au niveau des charges, on est sur la règle des revenus fonciers, mais bien sûr, tout ce qui est intérêt, taxes foncières, taxes d'ordures ménagères, assurance, impôts locaux, on va pouvoir déduire. Au niveau du résultat, si on a déduit des travaux d'entretien, d'amélioration ou de réparation, pardon, il est possible que l'on génère un résultat déficitaire de cette année concernée. Ce résultat déficitaire va respecter les mêmes règles que si on était en nom propre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir générer un déficit foncier qui va impacter le revenu global de notre foyer, donc par exemple les salaires, jusqu'à 10 700 €. Le reliquat sera stocké et reportable pendant 10 ans, puis imputable sur les prochains revenus fonciers. On est vraiment sur les mêmes règles. D'ailleurs, pour 2023, à partir de 2023, si les travaux sont réalisés dans un but de rénovation énergétique et qu'ils remplissent certains critères, on peut aller sur un doublement de ce plafond de 10 700 €. Donc là, dans la déclaration, vous avez dû voir si vous l'avez commencé. Maintenant, il y a 2 cases, des travaux de réparation et des travaux de rénovation énergétique pour appliquer la déduction qui convient. Plusieurs questions, si je peux t'interrompre. Sur les charges locataires, une question de Christophe qui s'interroge si le propriétaire ne peut pas récupérer les charges parce que, par exemple, son locataire ne le paye pas. Est-ce qu'elles sont déductibles quand même Elles seront déductibles si le locataire part cette année et qu'il ne vous a pas remboursé effectivement ces charges-là, il y a une ligne dédiée dans la déclaration. C'est justement charges non déductibles. J'ai plus le terme, mais c'est non récupéré auprès du locataire. Il y a vraiment une ligne exprès pour ça. Donc oui, si votre locataire part qu'il ne vous a jamais remboursé ces charges-là, vous pouvez le déduire à ce moment-là. Le taux d'impôt sur les sociétés, il est de combien? On va le voir après. On est à l'impôt sur le revenu pour le moment. Ah, je ne t'entends plus, Mathieu. Oui, je te laisse continuer. Ah, c'est bon, parfait. Donc, au niveau déclaratif, on le disait tout à l'heure, on doit réaliser une déclaration 2072 au titre finalement de la société pour tout simplement matérialiser les encaissements, donc les revenus perçus et les charges, bien sûr, déductibles. À l'impôt sur le revenu, on n'aura pas d'amortissement pratiqué. Même si nous sommes dans une société, le fait d'être à l'impôt sur le revenu ne nous permet pas de déduire de l'amortissement. Donc, on est dans la plupart des cas sur des revenus, sur un résultat positif dans une SCI à l'IR, donc de l'imposition. Si on a une personne morale au sein des associés, il y aura un retraitement finalement de son résultat lui revenant qui sera lui imposé à un impôt des sociétés. Donc ça, c'est le comptable en général, si vous êtes accompagné sur une SCI à l'IR qui prépare bien sûr le document et qui fait le lien avec la personne morale ensuite pour que ça soit intégré dans le bilan de la personne morale. Également, les propriétaires pensent, vous pouvez me dire en commentaire si vous le pensiez également, qu'en société, on récupère la TVA à tout prix, parce qu'on était en société. Alors, c'est une fausse idée. La TVA, elle est récupérable uniquement si l'activité exercée nous permet de récupérer la TVA. Ce n'est pas la forme, finalement, d'acquisition qui va nous dire si on a ce qu'on appelle un assujettissement à TVA. C'est bien l'activité réalisée.
Donc, si on est sur de la location d'habitation vide, on ne récupère pas la TVA sur notre achat, mais on ne reverse pas non plus sur nos loyers. Par contre, si on est sur de la location de stationnement ou des locaux commerciaux, par exemple, là, on peut demander un assujettissement à TVA sur ces logements-là et donc collecter notre TVA sur l'acquisition si c'est un bien neuf, enfin récupérer la TVA et collecter ensuite 10% de nos loyers et le reverser chaque année à l'administration fiscale. Donc, on va bien raisonner au logement. Donc, au sein d'une même société, on peut voir une TVA partielle donc sur certains logements et pas d'autres. Il existe toutefois, si on ne veut pas avoir de sujet de TVA, mais qu'on a la possibilité, la franchise en base. C'est simplement un choix on va dire de la SCI qui indique que oui, normalement, elle aurait le droit de récupérer et de reverser, mais entre guillemets, elle n'a pas envie. Donc, elle va payer TTC, mais elle ne reverse pas non plus sa TVA sur ses loyers. C'est justement la franchise en base. Et ça c'est un choix qui se fait au démarrage ou a posteriori si on achète plus tard ce logement à TVA. Donc, au niveau de la vente, tout simplement, c'est entre les mains du gérant qui va pouvoir réaliser cette vente, sauf s'il y a une clause particulière dans les statuts, auquel cas il faudra vérifier. Mais de manière générale, c'est le gérant qui va gérer ce point-là, que ce soit dans le compromis ou chez le notaire. Au niveau de l'imposition de cette vente, on va être sur la plus-value des particuliers. Donc, ce sont les mêmes règles que si on détenait en nom propre le logement. Donc, la plus-value des particuliers, c'est quoi? C'est tout simplement la différence entre notre prix de cession et notre prix d'acquisition. Le prix d'acquisition, souvent, il est majoré d'un certain forfait par le notaire parce qu'il y a eu à l'origine des frais d'acquisition et sûrement des travaux. Donc, la valeur d'origine est majorée pour ne calculer que la plus-value restante. Et cette plus-value, elle profite d'abattement pour durée de détention, puis un taux de 19% au titre de l'impôt et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Si la plus-value est supérieure à 50 000 €, il y a une seconde taxe entre 2 et 6% selon le montant de cette plus-value. Mais ça, c'est chez le notaire. Oui. Il y a une question de Véronique sur la TVA qui s'interrogeait sur l'intérêt d'être soumis ou pas à la TVA, justement, si on peut l'être. L'intérêt, ça va être vraiment au cas par cas. Je prends l'exemple d'un bien ancien sur lequel on ne pourrait pas récupérer de TVA sur l'achat. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de remboursement. Par contre, tous les ans, vous allez devoir redonner 10% de vos loyers. Donc, au terme, par exemple, si on prend sur 10 ans, ça va plus vous coûter finalement à reverser que ce que vous aurez gagné, parce que vous n'aurez rien gagné. Par contre, s'il y a des travaux, si vous faites 50 000 € de travaux et que vous récupérez 5 000 € de TVA, derrière, peut-être que reverser 10% des loyers dans la balance fait qu'il y a un intérêt quand même de récupérer ces 5 000 € de TVA. Donc, il faut vraiment regarder sur l'acquisition et sur les loyers. Bien sûr, il y a les charges aussi qui sont soumises à TVA, mais il faut faire dans l'équilibre, il ne faut pas que vous en rendiez plus que ce que vous récupériez, parce que ça serait un inconvénient pour vous au final. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'était une question sur la plus-value, mais là tu viens de le traiter. On va avoir des exemples, j'imagine. Tu vas faire des comparaisons. Au niveau de la plus-value, oui, on va voir un exemple et sachez qu'il y a un site très bien fait sur le site des notaires de France. Vous avez juste à mettre simulateur plus-value des particuliers et vous avez 4 ou 5 chiffres à rentrer. Ça peut vous donner une idée. Alors, il n'y a rien de contractuel, ça sera toujours le notaire qui restera maître sur ce calcul, mais si vous voulez avoir une idée des abattements pour durée de détention et une estimation d'impôts et de prélèvements sociaux, n'hésitez pas à l'utiliser, il est très facile. Donc, question de Claude, je n'ai pas compris, c'est 10% de TVA. Tu as dit qu'il y avait 10% de TVA? Alors, sur les loyers, en général, sauf cas particulier, mais en général, on collecte 10% de TVA. Donc, c'est soit si on demande un loyer de 1 000 €, soit c'est 1 000 € hors taxe et vous demandez du coup 1 100 € à votre locataire et vous reversez les 100 €. Soit dans les 1 000 €, c'est déjà inclus. Et à l'inverse, je ne sais pas combien ça fait. Ça doit faire
920 et quelques, je pense, hors taxe. Donc, il faut juste ajouter sur votre loyer pour ajouter en plus votre TVA ou prendre sur votre loyer déjà fixé. En général, c'est 10%. Je n'avais pas vu, mais le tableau, il ne s'était pas affiché. Donc, justement, un petit exemple très simple, mais qui vous montre finalement l'importance de détenir sur du long terme avec une plus-value des particuliers. C'est qu'un logement acheté 350 000 € puis revendu 450 000 €. Alors, entre 5 et 30 ans, ce n'est pas très réaliste, mais c'est juste pour vous montrer. Les 350 000 € sur le principe de la majoration liée à des frais d'acquisition à l'origine et ou des travaux, on va le majorer de 22,5%. Ce qui fait que notre calcul de plus-value va être entre 450 000 et 428 750. La plus-value retenue sera donc de 21 250 €. Et en fonction de la durée. Je n'ai pas bien suivi ça. Alors, les 22,5, c'est ça que tu m'as demandé, pardon. Alors, le forfait de 22,5%, finalement, ce sont deux forfaits autorisés par l'administration fiscale. Il y en a un premier qui représente 15% pour un forfait travaux, finalement, si le bien est détenu depuis plus de 5 ans. On a le droit de majorer notre prix d'acquisition de 15% sur le principe qu'on aurait fait des travaux dans le logement, qu'on les ait faits ou pas, hein, d'ailleurs. D'accord, c'est ça. Même sur les dates actuelles. Et après, sur les frais d'acquisition, c'est 7,5%. Si vos travaux ou vos frais d'acquisition représentent plus que ces pourcentages-là, ces forfaits, vous pouvez opter ce qu'on appelle pour les frais réels. Et donc, charge à vous, par contre, de fournir les justificatifs au notaire pour prendre les réels montants. Donc, sur la plus-value retenue à hauteur de 21 250, au bout de 5 ans, on n'a aucune exonération ni d'impôts ni de prélèvements sociaux, donc avec 19% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux, on serait sur quasiment 7 700 € d'impôts à payer. Au bout de 30 ans, je prends l'autre extrémité, on est exonéré d'impôts parce qu'on a dépassé le délai de 22 ans et on est exonéré de prélèvements sociaux parce qu'on a dépassé aussi le délai de 30 ans. Donc, au bout de 30 ans, on ne paye plus rien. La plus-value est nette dans la poche du propriétaire. Donc, on voit bien que cette dégressivité grâce aux abattements pour durée de détention. Donc, voilà, il faut vraiment, plus on attend, moins on paye au niveau de la plus-value des particuliers. Donc, pour reprendre un petit peu, résumer un petit peu sur la SCI, en tant que telle, la SCI ne va pas optimiser fiscalement, presque à l'inverse, elle va plutôt générer de l'imposition parce qu'on est dans la plupart des cas imposable sur nos revenus fonciers. Mais si on veut chercher, si on cherche une société qui répond aux règles des revenus fonciers et aux plus-values des particuliers, la SCI à l'impôt sur le revenu correspondra tout à fait à cet objectif-là. Alors, souvent, il est couplé d'autres choses, souvent de la transmission, mais la SCI à l'IR va répondre vraiment à ce projet-là, ces objectifs-là, propres finalement à la location vide couplée de manière générale avec une transmission. Alors, il y a des questions sur différents sujets. Les abattements pour les plus-values, c'est les mêmes sur la CSG ou pas? Alors, je vous les montre. Alors non, il y a vraiment deux calculs à opérer. Impôts, prélèvements sociaux, car les abattements ne sont pas les mêmes et ils n'avancent pas aussi vite sur les prélèvements sociaux que sur l'impôt. On a vraiment une accélération après la 22e année pour l'abattement des prélèvements sociaux. Il y a deux calendriers d'abattement pour l'impôt et pour les prélèvements sociaux différents. Alors, je remonte dans les questions. Ouais, il y a une question d'Henri qui s'interroge sur pourquoi il n'est pas judicieux d'opter pour la SCI dans le cadre d'un usage personnel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de si jamais vous changez la mise en location de votre résidence principale en la meublant, vous êtes dans des revenus meublés et les revenus meublés sont taxés à l'IS, alors que sinon c'est votre SCI elle est à l'IR. Si jamais, évidemment, vos revenus meublés dépassent 10% de vos revenus globaux sur la SCI.
Et d'autant plus qu'une SCI reste quand même de base une société. Une société doit générer du chiffre d'affaires. Si on regarde la définition très basique. Donc, si on a une SCI juste pour mettre, juste entre guillemets, mais pour mettre une résidence principale, on n'a pas de revenus, on n'a pas de charges déductibles. Donc, certes, il y a un objectif de transmission, mais ça reste quand même une société apparente, de base. Donc, la société, elle est censée générer quand même du chiffre d'affaires. Et Sandrine qui s'interroge sur le forfait 22,5, la défalque qu'on peut prendre forfaitairement, c'est juste à partir de 5 ans, au-delà de 5 ans. Alors, 5 ans pour les travaux. Par contre, sur les frais d'acquisition, c'est dès la première année de revente. Ah d'accord, donc dès la première année, on pourra déduire 7,5 et après 5 ans, on ajoute les 15% qui montent à 22,5. Ok. Ouais. Il y a un impact sur l'IFI ou pas de la SCI ou c'est transparent là-dessus? Non, si vous détenez votre résidence principale je prends l'exemple de résidence principale d'abord. Si la RP est détenue en nom propre, vous avez un abattement de 30% au titre de l'IFI. Si elle est détenue dans la SCI, normalement, vous n'avez aucun abattement auprès de l'IFI. Donc là, vous perdez aussi vous paierez un peu plus d'IFI. Et sur après les investissements immobiliers, qu'ils soient détenus en nom propre ou au sein de la SCI, ça n'y a pas d'impact. Ça reste à déclarer, bien sûr. Mais il n'y aura pas de différence dans le calcul. Le montant de la TVA sur la mise en location de places de stationnement, c'est 10 ou 20%? S'interroge Sandrine. Question piège. 20, parce que c'est pas de l'habitation. Donc, c'est du 20. J'ai failli être un doute. Mais non, on est du 20 sur du 20. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, on va justement maintenant aborder la SCI à l'IS. Donc, pour faire simple, la SCI à l'IS, on peut mettre tout locatif possible à l'intérieur. Que ce soit ce qu'on a vu précédemment, finalement, location vide, locaux commerciaux, professionnels par de SCPI, mais aussi la location meublée, la para-hôtellerie, et j'en passe, les places de stationnement, j'ai pas d'autres exemples, mais tous les locatifs possibles. Au niveau des règles comptables, l'avantage, c'est qu'on est sur une société qui répond aux règles commerciales. Et donc, fiscalement, on va être imposé au titre de l'impôt des sociétés à hauteur de 15% jusqu'à un résultat de 42 500, puis 25% au-delà. Donc, si on regarde que ce côté-là, certes, c'est bien plus avantageux qu'une SCI à l'IR. On a 15% dans la majeure partie des dossiers, comparé à un IR, une TMI souvent à 30% ou à 11%, et des prélèvements sociaux à 17,2%. Donc, on est entre 28 et 47%. Pardon. Donc, l'IS est bien plus avantageux sur la taxation du résultat, j'entends bien, que l'IR. Et l'avantage premier d'être à l'impôt des sociétés aussi, c'est de pouvoir amortir tous les biens qui sont détenus au sein de cette société, peu importe comment ils sont loués. Petite précision pour ceux qui auraient des SCPI au sein d'une société à l'IS, les SCPI ne peuvent s'amortir si elles sont détenues en pleine propriété. Par contre, si elles sont détenues en ce qu'on appelle en usufruit, alors j'espère pas vous perdre, mais de toute façon, je ne passerai pas beaucoup plus de temps dessus, mais si elles sont détenues en usufruit, là, on a le droit de l'amortir sur sa valeur d'usufruit et sur le temps du démembrement. Mais voilà, sinon, les SCPI ne s'amortissent pas. Et l'avantage de l'IS, c'est qu'on ne paye pas de prélèvements sociaux. Donc, la CSG-CRDS, à ce moment-là, en tout cas, on n'en est pas redevable. Comptablement, bon, là, on est sur une comptabilité d'engagement. Donc, il y a vraiment un bilan comptable à réaliser avec, en termes de chiffre d'affaires, les loyers, l'ensemble des loyers, qu'ils soient perçus ou non. On est sur de l'engagement. Donc, si on a un bail avec notre locataire qui nous indique devoir toucher 1 000 € de revenus tous les mois sur 12 mois, notre chiffre d'affaires prendra bien, finalement, c'est 12 000 €, que le locataire les ait payés ou pas. Certes, si on a des impayés, on va les repasser en créance dans le bilan, mais le chiffre d'affaires, lui, sera bien total, sans tenir compte des impayés. Dans les charges, pareil, ça va être assez simple parce que toutes les charges propres au logement ou à la gestion de ce logement-là seront déductibles et sans limitation. Donc, c'est plutôt un bon point. Je prends l'exemple aussi des frais kilométriques.
si vous devez vous rendre au logement pour un suivi de travaux, pour signer le bail de location, il ne faut pas hésiter à tenir un petit registre des kilomètres réalisés pour que le comptable déduise ces frais kilométriques. Sur le résultat, après la taxation finalement de l'IS à 15 et ou 25%, les associés ont le choix, en tout cas si le résultat est positif, ont le choix de se verser ce qu'on appelle des dividendes. Donc c'est simplement le résultat qu'ils se distribuent en fonction de leur quote-part. Et ces dividendes, eux, sont retaxés à ce qu'on appelle la flat tax. Donc c'est un taux forfaitaire de 30%. Ou alors, si on a une tranche marginale d'imposition à 0 ou 11%, on peut opter pour ce qu'on appelle le barème progressif. Et à ce moment-là, on aurait notre tranche marginale et nos prélèvements sociaux à payer dessus. Mais ce n'est intéressant que pour les particuliers qui ont une tranche à 0 ou 11%, en tout cas. Je fais peut-être une pause, il y a peut-être des questions à ce niveau-là. Alors, il y a, pas sur ce sujet, mais sur les 7,5% qui du forfait défalqués tu disais dès la première année de détention. Bah oui. Ok. Il y a un doute sur Véronique, a un doute là-dessus. Elle a l'impression que c'est 5 ans aussi. Mais... Je referai la recherche dans le beau chiffre, tout simplement. Je vais me le noter. Est-ce que le gérant peut être remboursé des kilomètres? Alors, ça est-ce que le gérant peut être remboursé des frais kilométriques? Alors, remboursé, non. Déductible du résultat, du chiffre d'affaires. Ouais, mais remboursé, non. SCI à l'IR ou à l'IS indépendamment? Oui. Ok. Donc, c'était le forfait de 7,5. Enfin, pour acquisition. Véronique, on va regarder, on vérifiera. Moi, oui. Mais du coup, vous mettez le doute, donc je préfère vérifier. Hop. Ok. Donc, au niveau des charges... Ah oui, pardon. Il y a le taux d'imposition de la SCI à l'IR est soumis aux prélèvements sociaux 17,2. Oui, c'est ça. Hein. Oui, le résultat, effectivement, il va être soumis à la tranche marginale plus les prélèvements sociaux à 17,2. Hein. Alors, 17,2 dans la majorité des cas. Je ne parle pas des non-résidents ou ceux des non-résidents qui habiteraient dans l'Union européenne et où eux auraient un taux un peu plus faible. Ils ont juste le taux de solidarité à 7,5%, mais ça reste un cas plutôt à la marge. Donc, les frais de ménage sont bien déductibles aussi. Sur la SCI-LIS ? Ouais. Ah oui. Ce sont des frais liés à la gestion locative. Donc, bien sûr, on a même des propriétaires qui réalisent des paniers de bienvenue dans les locations saisonnières. Ça reste déductible aussi. Donc, les charges, justement, la liste, je ne peux pas tout écrire parce que tout ce qui concerne la gestion de logement est bien déductible, mais les plus grosses charges que l'on va retrouver, finalement, ça va être nos intérêts d'emprunt, surtout avec les taux actuels où ça représente quand même une charge assez conséquente. Les travaux, peu importe leur nature, eux, vont être amortis. Alors, selon si on est sur des travaux d'agencement ou de grosses œuvres, on ne va pas les amortir sur la même durée, bien entendu. Donc ça, c'est le comptable après qui applique les règles. Tout ce qui est impôts et taxes de propriété, taxes foncières, CFE, je pense à la CRL, la contribution sur les revenus locatifs. Je ne sais plus si je l'ai intégré dans le support, mais du coup, je vais vous en parler très rapidement maintenant. La CRL, c'est une taxe que vous devez payer, qui n'est pas déductible, mais que vous devez payer sur une SCI-LIS quand votre logement est achevé depuis plus de 15 ans. Vous devez payer de cette taxe-là, c'est le comptable aussi qui fait cette déclaration, et ça équivaut à 2,5% des revenus du logement en question à payer en plus de l'impôt et des dividendes si vous en versez. Donc ensuite, bien sûr, l'amortissement. Donc l'amortissement sur la valeur du bien, sur les travaux réalisés, sur le mobilier, enfin sur finalement tout ce qui est immeuble et ou mobilier. On va pouvoir amortir. Et donc là, ça représente entre 60 et 100%, même voire plus parfois, de charges déductibles sur les revenus. Donc, il y a un réel intérêt à amortir.
Petite précision Si et le petite gérant, oui. pardon, si le gérant perçoit un salaire, c'est des charges déductibles? Selon la forme juridique, ça peut ou non. On n'en a pas, donc je n'ai pas la réponse de tête. On n'en a pas qui se rémunère au sein d'une SCI. Parce qu'une SCI, le gérant, il va être assimilé TNS, travailleur non salarié. Pour moi, ce n'est pas déductible. Mais vu qu'on n'en a pas, je n'ai pas forcément la notion de tête. Pareil, je te ferai un retour, Mathieu, pour que tout le monde puisse en profiter de cette Et réponse. est-ce que la société à l'IS paye la CFE aussi? Oui, la société à l'IS paye la CFE pour son siège social et pour toute location meublée au sein de cette société, normalement. Parce que ça dépend si la déclaration a été faite des logements concernés. Si le comptable ne fait pas la déclaration des logements supplémentaires, forcément, il n'y a pas de CFE. Mais normalement, le principe voudrait que ça soit dû. Sandrine précise que c'est une rémunération de gérant, c'est pas forcément un salaire. Ça change quelque chose? Oui, ça dépend en fait, si tu es assimilé salarié ou si tu es TNS, justement, c'est le statut qui varie. Et c'est là où j'ai un doute, ça dépend justement de la forme. Petite du coup précision et nouveauté, on vient depuis hier de changer notre règle d'amortissement pour le foncier. Parce qu'il faut savoir que dans l'amortissement, si votre bien vaut 100 000 €, on ne va pas amortir 100% de la valeur. On va forcément retirer une partie du foncier parce que le terrain n'a pas de dépréciation. Donc ça, on n'a pas le droit de l'amortir. On va amortir le reste. Donc dorénavant, pour vous donner une cote enfin une fourchette de foncier, parce qu'après, ça sera au cas par cas. Mais maintenant, on va être sur du foncier entre 10 et 40%. Alors, le 40%, c'est propre au département 75, donc Paris, qui ce seront les seuls à 40% pour le foncier. Mais forcément, bien sûr, Paris donc, ne sera amortissable que pour 60% de sa valeur. Maintenant, en tout cas, dans nos nouvelles règles, ça, bien sûr, ces règles-là sont propres à chaque cabinet. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Ce sont vraiment nos règles chez Amarissimo. Un autre cabinet comptable pourrait très bien dire que dans le 75, il ne prendrait que 20 ou 30% de foncier. Il n'aurait pas tort. Personne n'a ni raison ni tort. On a simplement, nous, des fourchettes et chaque cabinet après se positionne. Donc, voilà, si vous comparez des cabinets comptables, il se peut que vous ayez des estimations d'amortissement bien différentes. Donc, petit comparatif justement sur les revenus. Et après, on fera sur une vente. Sur les revenus, si on est à l'IR ou à l'IS sur le même bien avec 1 500 € de loyer par mois, à l'IR, délibérément, je n'ai pas pris d'intérêt d'emprunt pour qu'on ait des résultats positifs. J'ai juste pris une taxe foncière, mais on a un résultat taxable à 16 800 €. Et on voit bien qu'en dessous, en fonction de notre tranche marginale d'imposition, entre 0 et 45%, si on prend notre TMI et les prélèvements sociaux, bien sûr, on paye au minima à peu près 3 000 € jusqu'à 10 500 € à peu près d'impôts. Donc, ça représente une somme considérable. Bien sûr, le calcul, il est faussé parce qu'on n'a normalement pas qu'une taxe foncière à payer sur un bien, mais c'est juste pour vous montrer l'importance de l'imposition à l'IR versus l'imposition à l'IS. Parce qu'à l'IS, on va pouvoir amortir le bien, donc il ne nous reste un résultat taxable qu'à hauteur de 3 900 €. Et ces fameux 3 900 € seront taxés uniquement à 15%, ce qui fait à peine 600 € d'impôt. Donc, c'est là où l'IS présente un intérêt, et c'est souvent ce que retiennent les propriétaires, c'est de ne pas payer d'impôt ou peu. En oubliant, en général, le sujet qui suit, c'est la plus-value en cas de revente. Donc, j'ai un décalage dans mes slides, c'est pas très grave. Et c'est surtout pas à jour. Pardon de l'erreur, je mettrai à jour. Le barème IS, tout à l'heure, je vous disais, c'est 15% pour les bénéfices inférieurs à 42 500 € et plus 38 120 et 25 au-delà. Donc, à nous, 100% de nos propriétaires que l'on accompagne sur des SCI sont à 15%. Parce qu'avoir un résultat supérieur à 42 500 €, il faut quand même avoir un patrimoine immobilier conséquent ou beaucoup de revenus ou peu de charges, peu importe dans quel sens, mais il faut quand même avoir du patrimoine. Donc aujourd'hui, on n'en a pas.
d'où l'intérêt de l'IS d'être imposé que à 15%. Et ensuite, les dividendes, comme on l'a vu, soit à la flat tax, au taux forfaitaire de 30%, soit à notre tranche marginale et prélèvements sociaux si on a une tranche à 0 ou 11%. Donc, au niveau de la plus-value, justement, sur la SCI à l'IS, on va être sur les plus-values, ce qu'on appelle professionnelles. Et la plus-value professionnelle signifie que l'on va réintégrer les amortissements. Dans mon exemple, tout à l'heure, on amortissait un peu plus de 12 000 € chaque année. Donc, si on vend au bout de 10 ans, on aura relativement amorti 120 000 €. Ces 120 000 € vont être taxés au même titre que ma plus-value de mon bien, prix de cession moins prix d'achat. Forcément, plus on détient, plus on amortit, donc plus on paye. Et c'est là où la SCI à l'IS, s'il y a un objectif de revente, il vaut mieux l'anticiper parce que la trésorerie, forcément, en prendra un coup à ce moment-là. Ou alors, c'est un choix délibéré de certains propriétaires de se dire « je préfère ne pas payer d'impôts ni de prélèvements sociaux, enfin rien du tout, pendant 10 à 15 ans, mais au moins quand je revends, j'ai l'argent lié à la revente et là, je peux payer 30 000, 40 000, 80 000 € d'impôts sur ma plus-value. Je préfère payer à ce moment-là parce que j'ai l'argent de ma revente. » Et c'est vrai que le raisonnement, il est plutôt bon. Ça évite tout simplement tous les mois, comme à l'IR, d'avoir tous les mois ou tous les ans, à reverser finalement de ses propres fonds personnels pour payer l'impôt. Certains ne peuvent pas se le permettre, donc l'IS permet de reporter cette taxation au terme, enfin à l'échéance de la vente. Il y a juste pour redire ce que tu viens de préciser, l'arbitrage en fait il se fait entre IR et IS sur est-ce que vous voulez maximiser votre trésorerie actuelle. Donc là c'est plutôt l'IS parce que vous allez avoir des loyers qui sont très peu taxés et donc vous allez maximiser votre trésorerie actuelle. Ou est-ce que vous voulez maximiser votre patrimoine futur final? Et là, vous pouvez avoir plus intérêt à aller sur l'IR parce que vous allez certes payer plus d'impôts pendant toute la mise en location, mais à la revente, vous allez avoir l'impôt des plus-values qui est bien plus faible. Et donc, la somme fera peut-être un patrimoine supérieur, en fait, dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que la question de démarrage, quels sont les objectifs? Alors, c'est dur de se dire aussi, qu'est-ce que je ferais de ce bien dans 20 ans? Je le reconnais, mais cette question, elle se prend bien au démarrage. Et on voit bien l'impact, et on va voir avec des chiffres justement juste après, l'impact de cette décision sur le long terme, finalement, donc sur votre réseau actuel, mais aussi sur le long terme avec la revente. Donc, alors, ne prenez pas peur sur tous les chiffres, je vais juste vous en montrer quelques-uns, mais je pense que vous ne voyez pas ma souris. Donc, je vais vous dire où regarder. On est toujours dans mon exemple de 350 000 € achetés, revente à 450 000 €, toujours 5 ans, 15 ans, 25 et 30 ans. On va regarder 5 ans et 30 ans de la même manière qu'on avait fait sur l'impôt sur le revenu. Donc, je l'achète 350 000 €. Au bout de 5 ans, j'aurais utilisé 64 500 € d'amortissement. Ma valeur nette comptable, ça veut dire que, correspond finalement à ma valeur d'achat minorée de mes amortissements. Donc, plus j'avance, plus ma valeur nette comptable tend vers 0 parce que je vais avoir déduit mes amortissements. Donc, au bout de 5 ans, ma valeur, ce qu'on appelle la VNC, sera de 285 500 €. Je revends à hauteur de 450 000 €. Donc, ma plus-value va être la différence entre 450 000, mon prix de cession, moins ma valeur nette comptable, 285 500. Donc, j'aurai une plus-value taxable à hauteur de 164 500, taxée toujours au barème de l'impôt des sociétés, donc 15% jusqu'à 42 500, puis 25% au-delà. Ce qui me fait 37 000 € déjà à reverser juste au bout de 5 ans à l'administration fiscale. À 30 ans, j'ai forcément beaucoup plus amorti mon bien. J'ai pratiqué des amortissements à hauteur de 250 500 €, où ma valeur nette comptable est de 95 500 €. Je revends toujours 450 000 €. Ma plus-value taxable, ça sera bien la différence entre 450 000 et 95 500. Donc, je serai imposé à hauteur de 350 500 €, toujours à 15 et 25%, ce qui génère à peu près 85 000 € à reverser à ce moment-là.
C'est pas Donc, neutre, hein, parce que l'on voit que tu prenais une plus-value avant des FALC, des amortissements de 100 000 euros. Et là, on voit que l'imposition à payer, c'est 84 000. Donc, on voit le rattrapage des amortissements dont vous avez bénéficié sur vos impôts sur les loyers pendant 30 ans, hein, certes, mais qui revient à frapper fort au moment de la vente. donc c'est là où le comparatif, c'est aussi important de prendre tout au cumul. Souvent sur la SCI à 30 ans, on a souvent 15-20 ans sans imposition et les dernières années, on en a un petit peu, mais ce n'est que 15%, donc ça ne représente pas une grosse somme d'imposition. Par contre, à la revente, on paye 85 000 euros. Alors qu'à l'IR, on va peut-être payer tous les ans 2-3 000 euros d'impôts, mais pendant 30 ans, forcément, ça sera progressif et à la fin, on ne paiera rien. Donc, au cumul, l'IS n'est pas forcément si négatif que ça, comme beaucoup le pensent. C'est juste, comme on disait, reporter l'imposition. Enfin, soit on paye tous les ans, soit on le reporte à la fin. Vraiment, c'est une stratégie. Enfin, les deux se valent. Ça dépend de chaque propriétaire. Mais l'IS n'est pas forcément si impactant que ça au cumul sur la période donnée. On peut changer de l'IS à l'IR ou inversement ou pas Alors, IR vers IS à tout moment ou si l'activité doit, par exemple, si une résidence principale, on fait du meublé, voilà, on n'a pas le choix, on passe à l'IS. Ou sinon, c'est à tout moment, dans les 3 mois qui suivent, non, dans les 3 premiers mois du début de l'exercice. Et par contre, IS, IR, si on constitue à l'IS et finalement on se rend compte ça serait plus intéressant d'être à l'IR, on a les 5 premières années pour pouvoir rebasculer à l'IR. Mais ça reste lourd en termes de démarche. De faire IS vers IR, on peut le faire que depuis 2019, mais c'est quand même, c'est pas le process le plus simple à faire. Et ça reste forcément une taxation parce qu'on arrête l'IS pour passer à l'IR. Donc il y a quand même une imposition à passer. Donc, j'ai pas mon tableau si. Donc justement, pour visuellement, entre IR et IS sur le même exemple, achat 350, revente 450, on voit bien une grosse différence en termes de montant. Donc IR, plus on détient, moins on paye, voire on ne paye plus rien. IS, dès les 5 ans, finalement, on paye déjà assez cher quand même. Mais bon, 100 000 euros de plus-value au bout de 5 ans, c'est aussi plutôt intéressant. Et après, au bout de 30 ans, quasiment 85 000 euros. Donc, le choix de la revente ou non va impacter sur le choix de la fiscalité quand même. Donc, si on regarde, on fait une petite conclusion à cette étape-là sur la SCI, à l'IR et à l'IS. À l'IR, on va avoir cet avantage en cas de revente avec des abattements pour durée de détention et une fiscalité similaire si on a une cessation de part ou vente d'un bien immobilier. Donc, ça reste assez simple et moins coûteux, finalement, dans ce cadre-là, d'être en SCI à l'IR. La SCI à l'IS, elle, forcément, n'a pas d'abattement sur la durée de détention. Je ne l'ai pas précisé, pardon, mais sur la plus-value professionnelle dans une SCI à l'IS, il n'y a pas d'exonération possible. Il n'y a pas on ne peut pas profiter d'abattement. Et par contre, la plus-value est imposée au droit commun de l'IS. Ça, c'est, comme on l'a vu, 15 et 25%. Donc, quand on regarde un petit peu de plus près les avantages, justement, de chacune, la SCI à l'IR, forcément, on peut mettre du vide. Donc, ça peut présenter un intérêt pour des propriétaires qui voudraient mettre une Pinel, par exemple, à l'intérieur. On a la plus-value des particuliers. Au niveau de la SCI, alors familiale, j'en ai pas parlé avant parce que ça reste pas le plus courant, mais on peut très bien avoir une SCI familiale, donc forcément avec des associés qui ont des liens de parenté. Quand on réalise un bail, il faut savoir que la SCI, normalement, doit faire signer un bail de 6 ans à son locataire, mais si on est sur une SCI familiale, on revient sur un bail de 3 ans, comme si on louait en nom propre. Et bien sûr, la trésorerie est disponible à l'IR sans avoir à repayer les fameuses dividendes. À l'IS, par contre, l'avantage, on peut mettre tout type de locatif à l'intérieur, on va amortir, et on a une fiscalité à zéro, voire faible pendant assez longtemps grâce aux amortissements. Donc, ça permet de ne pas avoir un complément de revenu, un engagement finalement, un effort d'épargne, je vais y arriver, à mettre finalement dans ce projet-là
ce qui serait le cas sûrement sur la SCI Alière. À l'inverse, la SCI Alière, on ne met pas de meublé ou très peu, on ne peut pas amortir, on n'a forcément pas l'accès au statut LMNP ou LMP et on ne fait pas d'Airbnb parce qu'on a aussi des propriétaires qui nous disent que le Airbnb n'est pas du meublé, pour eux en tout cas, donc ils peuvent en faire. Non, le Airbnb, c'est du saisonnier, c'est du meublé. Donc ça rentre bien dans cette règle-là de pas de meublé dans une SCI Alière ou très faiblement. À l'IS, la trésorerie, en tout cas disponible sur le compte, appartient à la société. Donc, si vous voulez les récupérer, il faut forcément avoir un résultat positif pour ensuite se verser des dividendes. Et les dividendes se versent qu'une fois à peu près à l'année, parce qu'il faut faire l'assemblée générale dans les 6 mois de clôture de l'exercice. Et ensuite, les associés ont 3 mois pour verser les dividendes. Donc, ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Et on inclut le professionnel, forcément, à la revente. Quand on a une SCI à lire et qu'on souhaite quand même faire du meublé, comment on peut faire? Donc, soit on fait un montage de société, alors c'est pas ce que je vous préconiserais, mais il existe et il est fait de temps en temps quand même par certains. C'est-à-dire que la SCI reste à l'IR et reste propriétaire du logement. À côté de ça, on va avoir une autre société commerciale, par exemple une SAS ou une SRL, qui, elle, va s'occuper en fait de toute la gestion locative. Donc, c'est elle qui va encaisser les revenus, payer les charges, mais elle n'est pas propriétaire. Donc, on a une SCI à l'IR d'un côté qui fait un bail à la SRL pour qu'elle l'exploite. Donc, ça génère des revenus fonciers sur la SCI à l'IR. Et la SRL, pour l'exemple, elle va générer du chiffre d'affaires et des charges, mais n'étant pas propriétaire du bien, elle n'amortit pas. Donc, on va se retrouver souvent avec 2 résultats positifs. Peut-être à l'IR et à l'IS, ou 2 fois à l'IR dans certains cas. Donc, ça reste lourd quand même, parce que ça reste 2 sociétés à créer, 2 bilans comptables à tenir, et souvent de l'impôt dans les 2. Donc, ce n'est pas ce que l'on met en avant principalement. Autre possibilité, pareil, qui ne peut pas être pratiquée par tout le monde, mais ça se fait plus souvent, c'est la transformation d'une SCI en SRL de famille. Ce n'est qu'une transformation juridique. C'est bien la même coquille, la même société, mais juridiquement, on change sa forme. On passe de SCI à SRL de famille pour pouvoir rester à l'impôt sur le revenu. C'est la particularité de la SRL de famille, c'est d'être à l'IR tout en réalisant la location meublée. Donc, comme ça peut paraître intéressant, mais la SRL de famille a aussi ses inconvénients, notamment de l'URSSAF pour le gérant majoritaire, et on ne peut, dans la SRL de famille, mettre que du meublé. Donc, si la SCI avait plusieurs biens et qu'il n'y en a qu'un qui passe meublé, la transformation en SRL de famille n'est pas possible. Donc, pareil, il faut vraiment regarder au cas par cas si ça fonctionne ou pas. Et l'inconvénient, ce sont les frais. Mais là, pourquoi on a des frais uniquement lors de la transformation? Et ça coûte, bon an, mal an, entre 1 500 et 2 000 euros, normalement pas plus TTC, pour faire ces démarches-là. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Une question de Florence sur la donation. Tu n'as pas évoqué les sujets liés à ce. La donation de parts au niveau des sociétés? Transmission et donation. Au niveau de la société, on peut, ce qui est pratique, pas forcément aimé par les banques, mais pratique, c'est qu'on peut intégrer les enfants dès le départ dans les sociétés. Donc ça peut être un point bloquant d'un point de vue financement. Quand on a un associé mineur, les banques, forcément, elles doivent prendre quand même des garanties. Donc, attention, ou questionnez votre banque si ça les dérange, entre guillemets. Mais l'autre solution, c'est de garder les parents en associé et de démembrer les parts au profit des enfants. Le démembrement rentre dans les abattements pour donation, donc 100 000 euros par enfant, par parent tous les 15 ans. Donc, vaut mieux faire une donation au démarrage de la société ou quand on est au début du prêt, parce que la valeur des parts va être très faible. On a peut-être un bien qui vaut 100 000 euros, mais si on a un prêt à hauteur de 100 000, on voit bien que les parts de société valent pas grand-chose. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudrait donner. Donc, anticiper justement cette transmission. Le démembrement est plutôt une bonne chose et ça reste quand même les parents qui restent maîtres de la société. Même si les enfants ont la nue propriété des parts, ils n'ont pas de pouvoir sur la gestion finalement du logement, la vente et l'imposition. Donc, ça peut être un des objectifs aussi de la société.
Alors, On a fait le tour sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Et il est midi. Parfait. Alors, je regarde les questions. Donc, le mécanisme d'amortissement, Sacha, c'est un mécanisme d'amortissement par composante. Donc, c'est pas très simple à expliquer, mais on découpe le prix du bien en composantes. Donc, il y a le foncier qui s'amortit pas, puis après, il y a le gros œuvre, il y a, la toiture, les ameublements, etc. Et tout ça a des durées d'amortissement différentes pour calculer le montant qui va être amorti. C'est ça, c'est assez précis. Si on veut faire une cote très mal taillée, mais si vous voulez avoir une idée, selon la localisation, bien sûr, de votre bien, vous pouvez dire, vous prenez 80% de la valeur de votre bien, vous divisez à peu près par 25 ans, ça peut vous donner une estimation très approximative, hein, j'entends, mais une estimation de l'amortissement annuel de votre bien. Après, pour être plus précis, par exemple, nous, sur notre site, on a un simulateur d'amortissement qui est gratuit et on ne vous rappelle pas si vous l'utilisez. Donc, vous pouvez en faire autant que vous voulez si vous voulez avoir quelque chose de plus précis. Mais c'est vrai que c'est une notion purement comptable et pas si simple que ça, l'amortissement. On peut revendre un bien à une autre SCI au prix qu'on veut? Au prix marché, c'est mieux. C'est quand même. Mais oui, on vend à une personne physique, personne morale, peu importe, ça reste une vente, mais au prix marché. Parce qu'il y a une question de Bart sur le fait de vendre à la valeur nette comptable à une autre SCI. Ah non, la valeur nette comptable n'est une notion purement comptable. Elle n'est pas représentative de la réelle valeur du bien sur le marché. Et je fais le lien parce que peut-être qu'il y aura une question sur ça. Au niveau de l'IFI, ne déclarez pas non plus la valeur nette comptable, hein. Déclarez bien la valeur, pareil, de revente sur le marché. Tu l'as dit à un moment en passant, mais Sandrine s'interrogeait pour vérifier les baux en SCI à l'IS, ils sont de 6 ans minimum. Hein. Oui, 6 ans, sauf si on est sur une SCI familiale. On peut revenir sur les baux de 3 ans. D'accord. Ok, il y a une remarque de Bruno qui dit que s'il n'y a pas d'autres objectifs poursuivis comme la transmission, l'investissement en nom propre et sous le statut LMNP reste la formule la plus avantageuse parce que charges déductibles plus amortissement permettent de ne pas avoir d'impôt, même s'il pense que cet avantage risque d'être revu à terme. Tu es d'accord avec ça? D'accord, Bruno. Oui, donc c'est un peu ton introduction où tu disais attention, la SCI, ça a l'air super parce que les gens trouvent ça intéressant, ils ont un a priori très favorable, alors qu'en fait, comme le dit Bruno, si vous voulez investir en direct, en nom propre et sous format LMNP, eh ben, c'est peut-être plus simple et plus intéressant. C'est moins lourd, en tout cas en termes de gestion. Donc, pensez simple parfois. C'est même comme l'indivision. Hein. Beaucoup pensent que quand on achète entre amis, il faut absolument le faire en société. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à le faire. Mais l'indivision aussi peut marcher. Ou entre concubins, par exemple. Donc, l'achat en nom propre reste quand même une solution qui fonctionne à 70 ou 80% du temps. Hein. Stéphanie qui s'interroge sur la holding, une holding qui aurait des SCI à l'IS et à l'IR, ça pose pas de problème? Juste sur les SCI à l'IR, il y aura un retraitement du résultat fiscal pour que la quote-part de l'holding soit retraitée à l'IS, mais en soi, non, aucun problème. Sur les SCI, ce n'est pas dérangeant qu'il y ait une holding. Et d'ailleurs, pour faire le lien, on parlait de dividendes tout à l'heure à la flat tax 30%. Si une SCI fille fait remonter à la holding des fonds, on ne parle pas de 30% de flat tax, c'est simplement 5%. Donc, Alors, je ne Franck, vends pas les mérites de la holding. Hein. J'apporte une précision, mais attention, la holding, ça ne correspond pas à tout le monde. on va prendre une ou deux dernières questions, s'il y en a encore quelques-unes, et il est l'heure. Franck s'interroge sur un texte écrit dans une slide où tu as mis ne pas être redevable des prélèvements sociaux. Tu vois ce que c'est? Ouais. Ici. Le temps que ça arrive.
Oui, c'est sur le résultat fiscal de la SCI-LIS où il n'y a que de l'impôt et il n'y a pas de CSG-CRDS. C'est dans ce sens-là, en tout cas. Oui, c'est ça. Il n'y a que l'IS à 15%. Il n'y a pas de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, ils sont seulement sur les dividendes. Ils ne sont pas sur l'impôt de la... Est-ce que j'ai fait le tour alors, attends. Oui, alors la vente de parts de SCI, elle se fait sur quelle valeur? Demande François. Alors là, il faudra donc demander au comptable de faire une estimation de la valeur du part en fonction de l'actif et du passif pour déterminer la valeur de revente. Mais ça dépend ça dépend au moment donné de la société. C'est au comptable de faire l'estimation. Bon, c'est quoi le calcul simplifié pour avoir une idée de... C'est quoi? C'est le montant du bien moins les prêts ou Moins les dettes. Ouais, c'est tout ce qu'on, l'actif, donc c'est tout ce qui est, les logements et autres, moins les dettes qui vont en face, dont dans les dettes, on compte aussi ce qu'on appelle les comptes courants d'associés. C'est quand un associé a apporté de l'argent à la société. On est bien d'accord que l'associé lui doit quand même cet argent-là. Donc on fait vraiment la valorisation du patrimoine moins les dettes qui vont en face. C'est très résumé, mais c'est un peu l'idée. D'accord, merci. Je pense qu'on a couvert beaucoup de choses en 1 heure, donc c'était très dense. Merci Louise-Marie, c'était très clair comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne journée. On va s'arrêter là. On vous enverra la présentation et le replay, donc vous aurez l'occasion de regarder des points plus à tête reposée si jamais on est passé vite sur certains sujets. Merci à tous et à bientôt. Merci Mathieu, à bientôt. Au revoir. Au revoir.